la zone démilitarisée. Ces trois mots sont un symbole permanent de la dernière frontière de la guerre froide et d'une péninsule profondément divisée. Également connue sous le nom de 38e parallèle, cette bande de terre longue de 160 miles et large de 2,5 miles sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud, s'étendant de la mer du Japon d'un côté à la mer Jaune de l'autre. Cette zone neutre a été décrite comme la frontière la plus militarisée au monde, remplie de millions de soldats prêts au combat des deux pays de mines terrestres, de clôtures électriques, de miradors et de tunnels souterrains pour défendre une frontière qui en réalité n'a jamais vraiment existé. Au nord, la Chine et la Russie barricadent une nation déjà isolée. Et au sud, le Japon, allié des États-Unis, tient compagnie à une Corée du Sud tournée vers l'Occident. C'est l'emplacement géographique idéal pour une impasse entre des puissances opposées, et cela dure depuis plus de 70 ans. Il semble insensé de considérer la péninsule coréenne autrement que divisée. Mais si ce n'était pas le cas, et si les efforts de réunification des 7 dernières décennies aboutissaient enfin à une Corée unifiée? Si ce souhait se réalisait, la Corée unifiée deviendrait une puissance incontournable. Pensez-y de cette façon. On estime qu'une Corée unie aurait la puissance militaire du Royaume-Uni et du Japon réunis, générerait un produit intérieur brut d'environ 5 000 milliards de dollars et occuperait la 10e place mondiale en termes d'économie avec une main-d'œuvre combinée de plus de 40 millions de personnes. Les ressources du Nord et la technologie du Sud dynamiseraient les transports et les infrastructures, engendrant de nouvelles industries sur une terre jadis stérile. Un réseau ferroviaire connecté transporterait des marchandises à travers le pays et des voies navigables dégagées exporteraient des matières premières mondialement. Cela paraît presque utopique, d'où la difficulté d'y parvenir. Des gestes provocateurs comme la Corée du Nord lançant des missiles de croisière à courte portée près du Sud, au Sud accueillant des sous-marins américains capables de transporter des armes nucléaires sur leurs côtes, ce va-et-vient fait partie de l'histoire de la Corée divisée. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. La Corée autrefois unie a connu 13 siècles d'unité et de développement et été reconnue comme l'un des plus anciens États des 2 derniers millénaires. Même lorsqu'elle est tombée sous l'Empire japonais en 1910, la Corée est restée un État uni. Ce n'est qu'en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Japon a perdu ses territoires suite à sa reddition, que la Corée a été placée sous contrôle des Soviétiques et des États-Unis. Le nouveau territoire a été divisé le long du 38e parallèle avec le nord soutenu par les Soviétiques et le sud par les États-Unis. C'était censé être temporaire, mais avec le début de la guerre froide, ni les États-Unis ni les Soviétiques ne voulaient abandonner leur allié potentiel dans la région. En 1950, les tensions étaient vives, avec de fréquents affrontements à la frontière. Pour réunifier le pays sous le régime pro-soviétique du Nord, le président Kim Il-sung, soutenu par Joseph Staline, a envahi le Sud. Cela a déclenché la guerre de Corée, un conflit sanglant de 3 ans qui a fait au total 5 millions de morts parmi les Coréens, les Chinois et les Américains. Après la mort de Staline, la nouvelle direction a rapidement cherché à mettre fin à l'effusion de sang constante. Un armistice a été signé en 1953, créant la zone démilitarisée, une séparation de facto qui perdure aujourd'hui. La Corée du Nord et la Corée du Sud sont donc techniquement en guerre, sans intention de s'engager activement dans un combat pour le moment. Malgré un départ similaire économiquement et socialement, la Corée du Nord et la Corée du Sud ont pris des directions radicalement différentes dans cet exercice d'équilibre délicat. Le Sud, soutenu par l'Occident, a profité des marchés libres et de l'accès à l'apprentissage et à la technologie mondiale, pendant que le Nord souffrait sous le régime strict des Kim et d'une union des républiques socialistes soviétiques affaiblie. Les années 90 ont été désastreuses pour la Corée du Nord, avec une famine ignorée par le gouvernement, causant la mort de 10 à 19% de la population. Dans les années 90, l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques a laissé le Nord isolé, malgré un soutien limité de la Chine. En 1992, le produit intérieur brut de la Corée du Sud était passé de 41 millions en 1953 à 355 milliards de dollars. Comparé à la Corée du Nord, dont le produit intérieur brut estimé avait augmenté beaucoup moins, atteignant seulement 12 milliards de dollars en 1992. Les échecs des deux côtés à résoudre les problèmes au fil des années et la trahison par la Corée du Nord de la déclaration de dénucléarisation de 1992 signée par les deux pays ont mené aux Corées que nous connaissons aujourd'hui. Ni le Nord ni le Sud ne sont prêts à s'engager pleinement dans un processus aussi complexe que l'unification. En considérant les rôles du Japon, de la Chine, des États-Unis et de la Russie, les choses se compliquent davantage. Cela ne signifie pas que le Nord et le Sud ne s'uniront jamais, c'est même inscrit dans leur constitution. La réunification est le but ultime malgré de nombreux obstacles.
Vraiment beaucoup. Pour que l'unification devienne réalité, beaucoup de pièces d'échecs devraient s'aligner. Le scénario le plus probable serait l'effondrement total du Nord. L'effondrement total de la Corée du Nord serait un événement extrêmement complexe et imprévisible, avec divers scénarios et conséquences possibles, bien que ce ne soit qu'un fantasme. Une combinaison de facteurs tels que le chaos économique, la famine, les épidémies, des soulèvements internes ou la pression d'acteurs extérieurs, comme l'abandon du soutien de la Russie et de la Chine, pourrait bouleverser complètement la nation. D'abord, l'effondrement ferait de Kim Jong-un et son régime la cible principale de la frustration citoyenne. Après tout, il n'est pas nouveau que des pays renversent leur direction. La frustration interne face à l'oppression du régime et aux violations des droits de l'homme pourrait atteindre un point critique, déclenchant un soulèvement massif des citoyens réclamant un changement et la fin du règne des Kim. Et si Kim Jong-un ne veut pas finir comme Muammar Kadhafi, il se rendrait. Contrairement aux pays du printemps arabe, les Nord-Coréens n'ont pas accès à leurs réseaux sociaux, à une information honnête et à la liberté d'échanger des idées qui ont été des facteurs unificateurs. L'absence de rébellion majeure sous Kim Jong-un s'explique par une raison précise. La main de fer exercée sur les citoyens nord-coréens rend le déclenchement d'un mouvement quasiment impossible. Et puis, il y a la brutalité. Un tel soulèvement serait probablement réprimé avec une violence extrême, ce que personne ne souhaite. Peut-être qu'un effondrement économique serait plus probable. L'économie nord-coréenne repose sur des systèmes obsolètes et inefficaces, la classant 115e mondiale en produit intérieur brut et la moins libre d'Asie-Pacifique, avec plus de restrictions que l'Ouzbékistan, le Cambodge et la Birmanie. Une forte récession pourrait provoquer une pauvreté généralisée, des pénuries alimentaires et des crises humanitaires, poussant le gouvernement à reprendre le contrôle ou à fuir, laissant le Sud intervenir. Le soutien de la Chine et de la Russie, même minime, est le principal obstacle empêchant l'effondrement du régime de Kim jusqu'à présent. La Chine soutient la Corée du Nord principalement comme zone tampon stratégique face au Japon et à la Corée du Sud, alliés occidentaux. De même, la Russie a récemment opposé son veto avec la Chine à la proposition du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies de 2022 visant à renforcer les sanctions contre la Corée du Nord pour le développement de ses programmes nucléaires. La Chine représente 92% du commerce extérieur de la Corée du Nord. Tant que le gouvernement bloque la région pour les États-Unis et leurs alliés, la Chine et la Russie continueront de coopérer. De leur point de vue, mettre fin au régime nord-coréen actuel pourrait entraîner l'émergence d'une Corée unifiée, alignée avec leurs rivaux occidentaux. Et ce, juste à leurs frontières. L'alliance est donc un prix qu'ils sont prêts à payer. À moins qu'il y ait une lutte interne au sein du gouvernement et que Kim Jong-un soit mis hors d'état de nuire. Sans successeur immédiat, des luttes de pouvoir interne parmi l'élite dirigeante pourraient éclater, et qui sait avec quels nouveaux dirigeants la Russie et la Chine devront traiter. Une direction déstabilisée pourrait affaiblir le contrôle du régime sur le pays, créant des factions gouvernementales cherchant un soutien étranger ou tentant de s'emparer du pouvoir. Dans ce chaos, le Sud et ses alliés pourraient se prendre le dessus. Ce type de prise de contrôle n'est pas idéal, car il laisserait le Nord désavantagé et le Sud devrait supporter le lourd fardeau de ramener la normalité. L'unification par l'invasion n'est pas mieux. En fait, ce serait le pire des scénarios. La Corée du Nord est lourdement armée et résisterait fortement à toute invasion du Sud, causant d'immenses pertes. Donc, la meilleure et la plus réaliste des voies vers l'unification serait un processus lent et constant, avec beaucoup de dialogue et encore plus de compromis des deux côtés. L'unification moderne devrait être menée par le Sud car le Nord ne peut pas absorber efficacement la vaste structure économique, sociale et politique du Sud. C'est là que les choses se compliquent. Cela signifierait que Kim Jong-un et son régime devraient abandonner un pouvoir considérable ou former une direction conjointe visant un organe dirigeant unique. Cela impliquerait un assouplissement des politiques isolationnistes en échange d'éviter l'arrestation et un procès, ce qui provoquerait un tollé international. Mais cela permettrait de poursuivre les efforts de réunification. Ensuite, la direction nord-coréenne devrait abandonner son atout le plus précieux, la capacité nucléaire, ce qui sera difficile. Leur plus grand atout reste leur arsenal de près de 60 bombes nucléaires, une panoplie de missiles à courte et longue portée, ainsi que des réserves de 2500 à 5000 tonnes d'armes chimiques. C'est la raison principale des lourdes sanctions internationales et d'une importante présence militaire américaine dans la région. C'est en partie pour cela que la Corée du Sud abrite la plus grande base militaire américaine à l'étranger, Camp Humphreys. Mais si le Nord respectait ses promesses de dénucléarisation, la présence militaire américaine deviendrait inutile, apaisant les inquiétudes de la Chine et de la Russie et réduisant les tensions avec le Japon. En contrepartie, la Corée du Sud devrait adopter une position politique neutre, en relâchant son alliance étroite avec l'Occident, car une Corée penchée vers l'Ouest ne ferait qu'irriter la Russie et la Chine, créant ainsi une nouvelle menace.
Cela pourrait même inciter les deux nations à envahir le Nord avant la fin de la réunification. Le Sud devrait aussi assumer le coût économique en développant et modernisant les infrastructures du Nord, à l'image de ce que l'Allemagne de l'Ouest a fait pour l'Est. Les géants sud-coréens tels que Samsung, Hyundai, LG et Kia profiteraient immédiatement d'une main-d'œuvre bon marché et de matières premières, tandis que les Nord-Coréens travaillant pour ces entreprises verraient leurs revenus par habitant augmenter considérablement. Cette collaboration ferait de la Corée unifiée la 7e plus grande économie mondiale d'ici 2050. La Corée du Sud bénéficierait de l'intégration de 1,1 million de soldats au combat et de 7,7 millions de réservistes dans une seule armée, créant une force combinant les rangs actuels de la Corée du Sud, 6e puissance militaire mondiale, et de la Corée du Nord, 28e. Cependant, avec une Corée unifiée, le service militaire obligatoire en vigueur dans les deux pays ne serait plus nécessaire. Ainsi, l'économie recevrait un nouvel afflux de jeunes travailleurs au détriment des soldats. Malgré la faisabilité apparente, l'un des plus grands défis de l'unification serait d'apprendre à une population divisée à penser comme une seule entité. En fait, cela pourrait être le plus grand obstacle. Parmi les 33 000 transfuges nord-coréens vivant aujourd'hui à Séoul, beaucoup déclarent que la discrimination est la principale raison du manque d'opportunités d'emploi et d'avancement social. Les Nord-Coréens sont de plus petite taille et ont des accents distinctifs, ce qui en fait des cibles pour les préjugés et les discriminations du Sud. La gravité de la situation a poussé certains transfuges à retourner au Nord. Les Nord-Coréens devraient aussi apprendre à s'épanouir dans une économie de marché libre, avec une concurrence féroce et sans directive gouvernementale directe au quotidien. Rien que cela prendrait des décennies. Sans surprise, le public sud-coréen est moins optimiste sur la réunification. Un sondage de 2021 a révélé que, bien que 50,6% des Sud-Coréens estimaient que l'unification était nécessaire, ils pensaient qu'il fallait attendre de meilleures circonstances. 25,5% ne voyaient pas cela comme une possibilité et préféraient que les choses restent inchangées. En fait, seulement 12,7% pensaient que cela devrait être fait dès que possible. Avec tous les obstacles, la réunification semble être une vaste blague. Mais c'est aussi ce que les gens pensaient dans les années 60 à propos de la chute du mur de Berlin. Et l'unification du Vietnam était inimaginable à la fin des années 50. Ainsi, l'idée d'une Corée unifiée n'est peut-être pas aussi saugrenue qu'on le croit actuellement. Des discussions diplomatiques constantes et des compromis mutuels pourraient transformer ce rêve en un miracle moderne. Après tout, l'étrange existe, merci d'avoir regardé.